Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast desjours.fr. Des mouches, une tache de sang, une trace d'ADN, autant d'indices qui permettent aux enquêteurs d'élucider un meurtre. Catherine Malaval et Mathieu Nossan sont tous les deux journalistes indépendants. Pour lesjours.fr, ils ont enquêté sur la façon dont la science a permis de résoudre les plus grandes affaires criminelles. Vous allez l'entendre, cet épisode est un peu particulier. Il a été enregistré au bar Le 61 à Paris, où Les Jours organisent régulièrement des rencontres entre ceux qui font les jours et ceux qui lisent les jours. Et cette fois-ci, c'était donc au tour de Catherine Malaval et Mathieu Nossan de répondre aux questions de leurs lecteurs. Alors moi j'ai beaucoup travaillé sur la société, j'étais à Libération comme les fondateurs des jours il y a un certain temps. Et à Libé je me suis occupée de société et j'ai fait aussi du journalisme scientifique. Et du coup, faire cette série finalement ça faisait une espèce de convergence entre deux passions. Et puis il y avait l'idée aussi de pénétrer un monde qui est très secret, très fermé, qui est celui du pôle judiciaire. Donc voilà, et puis surtout je trouvais que c'était un sujet qui se prêtait particulièrement au jour, où on peut développer, on peut prendre son temps, on peut séquencer, on peut raconter plein d'histoires, alors que souvent au quotidien, c'est un peu du clic-clac Kodak et on peut être frustré. Voilà. Bonsoir, donc moi je suis journaliste indépendant. J'ai traité un peu des questions de société avant de travailler sur cette obsession. Et j'ai une formation scientifique, donc ça m'intéressait aussi, l'aspect scientifique m'intéressait. Et je trouvais que ça n'avait pas été trop développé, on n'avait pas trop lu trop de choses. Jusque-là, on s'y intéressait un tout petit peu lorsqu'il y avait un fait divers, mais pas en tant que sujet principal. Et prendre le fait divers par cet angle-là, on trouvait ça intéressant. Et on a eu la chance, grâce à l'association des journalistes scientifiques, d'avoir accès au pôle judiciaire. La première fois, en fait, c'était au sein d'un groupe emmené par l'association des journalistes scientifiques. Et cette première visite nous a vraiment donné envie d'aller plus loin et de persister. Je voudrais peut-être aussi vous dire de quoi parle la série, quand même, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Alors peut-être certains l'ont lu, mais d'autres non. Alors en fait, notre idée, c'était de montrer la science à l'œuvre. C'est-à-dire que ce n'était pas une leçon de science, mais c'était de la montrer en action et comment elle se met en œuvre dans les faits divers. Donc l'idée n'était pas forcément de raconter, la priorité n'était pas de raconter des faits divers, mais d'expliquer comment on mène une enquête, comment on trouve des indices, comment on cherche des preuves et comment la science aide énormément et de plus en plus. C'était ça notre idée. Voilà, donc c'est une série qui combine des histoires, parce que pour expliquer la science, c'est mieux de partir d'histoires, sinon tout le monde se barrerait. Et donc on a fait un mélange des deux, on raconte des histoires, des faits qui sont prescrits, parce que pour ne pas avoir d'ennui, soit avec des juges, soit mettre la pagaille dans une enquête en cours. Et donc le principe c'est ça, c'est une histoire, une science qui a aidé à résoudre ou à orienter une enquête. Et pour mener leur enquête, Catherine Malaval et Mathieu Nossan sont allés directement dans un laboratoire spécialisé de la gendarmerie nationale. Donc en fait, tout est parti d'un lieu. Donc le lieu, c'est le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale qui se situe à Cergy-Pontoise. Donc c'est un très grand bâtiment, assez neuf en fait, qui regroupe deux grandes entités qui sont le service de renseignement criminel de la gendarmerie nationale, qui gère notamment tous les fichiers dont on a pas mal parlé, les fichiers des empreintes digitales, les fichiers des empreintes génétiques, les fichiers avec l'ensemble des balles qui ont été retrouvées sur les crimes, etc. Qui sont généralement des fichiers communs d'ailleurs à la gendarmerie et à la police. Et à côté de ça, il y a donc l'IRCGN, qui est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui est vraiment constitué de scientifiques. Donc il y a pas mal de labos, il y a 12 grands pôles en fait. Il y a 12 grands pôles dans cette IRCGN. Et il y a à peu près 250 personnes qui travaillent à l'IRCGN. Donc nous, on a surtout eu comme interlocuteur l'IRCGN, puisque c'est quand même eux qui font toutes les analyses, qui ont l'expertise scientifique. Après, on a aussi eu comme interlocuteur le service de renseignement général, simplement parce que, par exemple, il y a un épisode sur une profiler, ou profileuse. Ils disent pas comme ça. Ils disent non, ils n'aiment pas ce terme de profileur, profilers. Ils disent comportementaliste. Ouais.
Et par exemple, donc, ce département dépend du service de renseignement général de la gendarmerie nationale. Donc voilà, on a travaillé un peu avec les deux. Alors oui, alors on a travaillé avec les deux. Alors ça a été au début un peu compliqué de travailler avec eux. Alors déjà, c'est des gens qui sont très méfiants, qui n'aiment pas forcément les journalistes. Ils ont une espèce de vision un peu caricaturale du chasseur de scoop ou de toute façon de bus qui ne vont rien comprendre à leur technique scientifique. Donc il faut quand même monter patte blanche. On a pas mal négocié, beaucoup discuté. En fait, on leur a proposé quasiment dès le départ un scénario un peu long en leur disant on va vraiment faire le tour de vos labos. Alors ça, je pense que c'est ce qui les a convaincus. En fait, ils se sont dit d'accord, ils ne sont pas juste de passage, donc on va peut-être voir comment on peut les accueillir. Et alors comme je vous expliquais, le deal qui a été passé avec eux aussi, c'est de ne parler que d'affaires jugées. Voilà. Ça, c'était vraiment la base. Ouais, parce qu'en fait, ils n'étaient pas tellement hésitants sur le fait de parler de leur métier et de leur technique scientifique, même si on voyait bien qu'ils ne nous disaient pas tout, que parfois ils retenaient des choses parce qu'ils ne voulaient pas qu'on en sache trop. Mais ils étaient surtout hésitants pour parler des affaires. Parce que, alors déjà, il y en a certains en fait, qui ne connaissent pas grand-chose aux affaires qui passent entre leurs mains. Parce qu'en fait, ils sont dans leur labo et puis ils reçoivent un échantillon, on leur demande de les analyser, de faire un rapport, et puis ils envoient le rapport, et puis après, ils ne savent pas très bien ce qui s'est passé avant ou après, donc il y en avait qui étaient un peu perdus et qui ne savaient pas trop quoi nous dire. Et puis, en général, en fait, il y a quand même une culture du secret qui est très forte, et du coup, ils sont très réticents à parler des affaires, voilà, et ça, c'était de la part de la hiérarchie au départ, ça a été vraiment le gros obstacle. Quand on leur a dit oui, mais si on veut parler de science, il faut aussi qu'on parle un peu des faits divers parce que ça permet d'illustrer votre métier. Et ça, pour eux, c'était un peu compliqué. À partir du moment où il y a eu le deal de dire bon, on parlera que des affaires jugées parce qu'on ne veut pas interférer sur les jugements en cours, bon, ils ont été un peu plus ouverts. Mais ça a toujours été dans nos rencontres, ça a toujours été la question la plus compliquée. Ça n'a pas été tant de leur faire décrire un peu ce qu'ils faisaient, et leur métier et leur technique, mais c'était plus les affaires en tant que telles. À l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale se côtoient ainsi une multitude de professions. Alors déjà, pour vous présenter ces chercheurs, c'est assez étonnant, parce que alors vraiment, il y a de tous les profils. Alors bien sûr, il y a des généticiens, mais il y a aussi des balisticiens, mais il y a aussi des physiciens, il y a des anthropologues, il y a des entomologistes, il y a des spécialistes des algues. Enfin, c'est vraiment un monde complètement incroyable. Et alors, dans tout ce lot de techniques scientifiques qui sont déployées, c'est assez étonnant parce qu'il y a des choses très techniques, mais vraiment, quand par exemple, ils vont espionner des pédocriminels sur le dark web, là, on rentre vraiment dans de la technique très lourde, très compliquée, etc. Et alors, à côté de ça, paradoxalement, il y a des entomologistes qui regardent des mouches se développer pour dater la mort d'un cadavre. C'est assez, on fait des sauts, mais assez vertigineux, entre de l'empreinte génétique à des algues retrouvées dans un corps et qui peuvent prouver qu'il y a eu une noyade. C'est un éventail, mais vraiment extrêmement large. Et moi, je ne soupçonnais pas du tout. Le département qui m'a le plus étonné, moi, c'est le département faune et flore forensique. Alors là, c'est complètement surréaliste, quoi. Et pour élucider une affaire, les enquêteurs ont parfois recours à des techniques un peu particulières. Les mouches. Alors, les mouches. Alors, normalement, vous savez que pour dater la mort d'un cadavre, évidemment, en général, c'est un légiste qui fait ça et qui a des tas d'indices. Et puis, le problème, c'est que passer quelques jours, c'est plus fiable. Ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus dater précisément. Ils peuvent avoir des petits indices, mais ça ne va pas plus loin. Mais en revanche, c'est là que les entomologistes entrent en scène. En fait, dès qu'un corps meurt, il commence à se décomposer et il commence à y avoir des insectes, des mouches particulièrement, mais pas que. Et en fait, les scientifiques vont faire des prélèvements et ils vont élever ou les larves ou les insectes déjà qu'ils récupèrent là-bas. Et en connaissant parfaitement le développement d'un insecte, en fait, on peut remonter dans le temps. Et ça paraît très simple, mais en fait, c'est très compliqué.
parce qu'évidemment, il y a plein d'espèces de mouches, donc il faut quand même... chacune a son développement. Enfin, tout le monde ne devient pas de larve à mouche en 2 secondes, et c'est chacun son rythme, en gros. Et ils ont des collections, d'ailleurs, absolument incroyables d'insectes dans des grandes armoires. C'est très impressionnant. Ils travaillent, évidemment, main dans la main avec le Muséum d'histoire naturelle. Et donc, en fait, ils se basent quasiment sur la nature, sur ce qui se passe au moment de la mort et après, pendant longtemps, parce que ça a un corps en décomposition. En fait, on parle d'escouade de la mort, c'est-à-dire qu'il y a plein d'insectes qui vont se succéder. Et là, avec ça, grâce à ça, on peut dater même des mois après. Alors après, quand c'est en années, c'est encore autre chose, c'est des anthropologues, car ils ont aussi des anthropologues. Voilà, moi, c'est ce qui m'a complètement étonnée. Je ne soupçonnais pas ça. Je sais pas, moi je peux peut-être parler de l'épisode sur le... Enfin, qui a été un épisode un peu compliqué, sur quand ils ont hacké en fait une série de téléphones qui avait été mise en place par une société qui était réservée à des criminels, qui étaient des téléphones surprotégés, avec un tas de systèmes de protection pour que vraiment les conversations soient impossibles à infiltrer. Et puis même qu'une fois qu'on récupère le téléphone... Ouais, alors ça c'est moi j'imaginais pas ça, hein, mais je connaissais pas grand chose en téléphonie, mais oui, il y a un nombre de systèmes incroyables. Ils avaient un code spécial pour rentrer, en fait ils avaient 2 codes PIN par exemple pour rentrer soit dans le téléphone tel qu'on peut l'utiliser communément, soit dans la version un peu plus dark. Ils avaient un espèce de code de secours hein, au cas où ils se faisaient prendre en flagrant délit par exemple, où ils rentraient ce code et ça effaçait tout ce qu'il y avait dans le téléphone. Enfin, un nombre de systèmes de protection incroyables. Et alors, l'IRCGN, ils n'ont pas été les seuls à travailler là-dessus. D'ailleurs, c'était un travail européen, hein, ce n'était pas simplement en France. Mais c'était assez passionnant d'écouter la personne expliquer un peu comment il s'y était pris. Et moi, j'imaginais pas, moi je pensais qu'on injectait un malware, ce que je peux dire avec l'accent anglais Oui. Et je pensais qu'après, voilà, c'était fini. Et en fait, il m'expliquait que pendant 3 mois, ils ont essayé de parer à toutes les ripostes du développeur. Au départ, il m'expliquait qu'ils avaient essayé de faire un peu amateur pour pas qu'ils soupçonnent que ce soit une institution qui était derrière l'attaque et qui pense que c'était juste un espèce de hacker amateur et qu'il n'y avait pas grand danger. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que quand même, ils ont réussi pendant 2 mois, et ils étaient très étonnés que ça ait marché pendant 2 mois, à avoir une vue complète de tous les messages échangés par les criminels qui avaient acquis ce téléphone. Ce qui est une source extraordinaire. Comment ? C'était 120 millions, je crois. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est 120 millions de messages. Et hyper explicite parce qu'évidemment, à partir du moment où les criminels étaient persuadés que personne ne pouvait avoir accès à leurs conversations, ils n'y allaient pas, ils n'utilisaient pas des codes, quoi. Donc ils disaient je dois aller buter, machin, tout ça, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Après, c'était un peu compliqué parce que c'était très touchy pour la gendarmerie. D'autant plus que, en fait, comme vous pouvez vous en douter, en fait, toutes ces choses-là sont quand même très, très réglementées, puisqu'évidemment, les institutions, que ce soit la gendarmerie, la police, ne peuvent pas avoir accès à votre téléphone comme ça, à leur bon plaisir, quoi. Il faut qu'il y ait une vraie raison argumentée, il faut que ça soit encadré juridiquement. Et ça a rendu aussi la discussion sur le sujet assez complexe, parce qu'ils voulaient être sûrs de ne pas être pris en défaut par rapport à ce qu'ils avaient fait, quoi. Donc, voilà. C'est vrai d'ailleurs qu'on a oublié de préciser qu'ils interviennent sur demande d'un magistrat dans le cadre d'une enquête judiciaire. C'est très cadré, quoi. Enfin, voilà. Et alors c'est assez étonnant parce que leur façon de bosser aussi, parce que alors, beaucoup de choses arrivent à Cergy-Pontoise. Il y a même des corps comme ça qui circulent, qui remontent à Cergy-Pontoise pour faire des analyses particulières, mais ils peuvent aussi aller sur le terrain des fois. C'est-à-dire que quand c'est des techniques très très précises, hop, ils se déplacent et c'est là qu'ils font sur place le travail, quoi. Où il y a un autre exemple, c'est par exemple il y a un épisode sur effectivement les gens qui essaient d'avoir des preuves
pour les pédocriminels, enfin de pouvoir prouver que telle photo a été prise par cette personne-là, par exemple en recherchant sur la photo un détail qui pourrait dire ben, c'était chez lui, etc. etc. Et ce qu'ils font aussi, c'est qu'en fait, ils participent aux arrestations. Donc quand quelqu'un est soupçonné et qu'il y a une arrestation, ils y vont pour donner des conseils pour guider l'enquête. aux personnes, pour faire en sorte que la personne n'ait pas le temps d'effacer toutes les preuves, parce que ça peut être très vite fait aussi d'un point de vue informatique d'effacer toutes les preuves. Donc ils donnent des conseils, donc ils sont sur place vraiment pour orienter leurs camarades gendarmes ou policiers d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Il ne faut pas croire qu'ils sont juste dans leur labo à faire des analyses, quoi. Parmi les nombreux métiers qu'on croise à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, il y a celui souvent mal connu de comportementaliste. Enfin, ça sert à orienter les enquêtes. Ouais, alors en fait, la comportementaliste, elle travaille à différents moments de l'enquête, elle suit toute l'enquête du début à la fin. Donc ce qui est intéressant dans son métier, c'est qu'elle commence sur la scène de crime, donc elle va sur la scène de crime et surtout au départ, elle ne veut rien savoir. C'est-à-dire qu'elle veut juste constater ce qui se passe sur la scène de crime et voilà. Elle ne veut pas savoir qui est éventuellement suspecté, tout ça, elle ne veut pas le savoir. Parce que ça orienterait trop son analyse. Par contre, une fois qu'elle a remis son premier rapport, où elle dit, voilà, parce qu'elle regarde un peu tout ce qui s'est passé, si on peut entendre de la rue quelqu'un, ce qu'on peut voir, etc. Une fois que son rapport est remis, à ce moment-là, elle peut commencer à rencontrer les enquêteurs. Et d'ailleurs, elle dit que si elle a des informations de l'enquêteur, parce qu'elle dit qu'il y a quand même des enquêteurs qui essaient de m'influencer. Donc si elle a des informations de l'enquêteur, elle peut se dessaisir de l'affaire, dire « moi, je ne veux pas ». Et ensuite, dans un deuxième temps, elle intervient aussi, par exemple, lors des interrogatoires, lors des gardes à vue. C'est-à-dire, bon, ça c'est après qu'elle ait remis son rapport, elle peut orienter le policier ou le gendarme qui interroge le témoin, et elle est dans une autre pièce, en fait, et par rapport aux réponses qui sont obtenues, il communique par chat, et elle essaie d'orienter, elle essaie de dire, voilà, comment il faut essayer de s'y prendre, etc. Donc, ça, c'était hyper intéressant. Et bon, après, la dernière phase, c'est qu'effectivement, quand il y a un jugement en cour d'assises ou enfin voilà, elle expose son rapport aussi. Voilà, donc elle intervient du bout de la scène de crime jusqu'au jugement final. Là, en fait, elle avait pris comme exemple un fait divers où c'était un mari qui appelle les secours en disant qu'il est arrivé chez lui, qu'il y a un cambrioleur qui a cambriolé son appartement et qui s'est attaqué à sa femme et qu'il a retrouvé en arrivant chez lui sa femme ensanglantée. Et voilà. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'elle dit j'ai écouté notamment l'appel du mari au service d'urgence qui avait été enregistré. Et elle note en quoi cet appel ne correspond pas à la version qui est donnée par le mari. C'est-à-dire la version du cambriolage, et je suis arrivé et j'ai vu ma femme, etc. Elle dit notamment, la première chose dont il parle dans son appel, c'est « j'ai été cambriolé ». Et quand on arrive, qu'on a sa femme en sang... on ne parle pas d'abord du cambriolage. On ne parle pas d'abord du cambriolage, d'autant plus qu'il dit c'était... Alors il y avait pas... Et c'était « j'ai été cambriolé », c'était pas « nous avons été cambriolés ». Et en plus, c'était un cambriolage où il n'y avait pas eu grand-chose qui avait été volé. Donc voilà, c'est un des premiers indices. Il n'y avait pas que ça, hein, il y avait d'autres indices qui l'ont orienté aussi. Alors c'est ça qui était étonnant, c'est qu'en fait, parce qu'évidemment les enquêteurs ont eu accès aussi à cet enregistrement, et l'enquêteur qu'on a eu, qui était sur l'affaire, nous a dit, ben moi, j'avais pas... Pour moi, c'était plausible, quoi. Enfin... En tout cas, l'enregistrement n'a pas alerté sur le fait que c'était vraiment n'importe quoi. Et elle, si, parce qu'elle a une formation spécifique et particulière. Et ce qu'elle explique aussi, c'est que c'est un métier quand même qui n'est pas très bien vu de la part des gendarmes. Alors là, elle était tombée sur quelqu'un qui était particulièrement intéressé par réceptif par cette science. Et donc qui a fait appel à elle à un moment donné. Et il dit lui-même, l'enquêteur, qu'en fait il a dû convaincre dans son service que ça valait le coup et que ça avait un intérêt.
mais que c'était encore un métier qui n'était pas très bien vu. Et d'ailleurs, elle s'énerve contre les experts qu'on voit à la télé, parce qu'on en voit quand même pas mal à la télé, des experts sur des profilers, etc. Et qui dit qu'ils font beaucoup de mal parce que du coup, et aussi les séries télé, parce qu'effectivement, dans les gendarmeries, c'est ça qu'ils ont en tête et ils trouvent ça grotesque, quoi. Donc pour elle, c'est compliqué. Ça l'énerve beaucoup. Ouais, je pense que si la réticence, elle vient du fait que les comportementalistes n'apportent pas de preuves. Ils orientent. Et donc forcément, ils sont un peu moins bien considérés, ce qui est idiot, parce que orienter une enquête, c'est fondamental. Enfin, ouvrir une porte ou la fermer, ça permet d'avancer, quoi. Ouais. Mais c'est comme ça. C'est une science molle. C'est une science molle. C'est vrai qu'ils préfèrent l'ADN, ça, c'est clair. Gros engouement sur l'ADN. C'est un des plus gros labos, effectivement, l'ADN. C'est considéré par beaucoup comme la reine des preuves. Il y a même des enquêteurs qui en sont à un point où s'ils ne trouvent pas d'ADN, ils ont l'impression qu'ils ne vont jamais résoudre une enquête, ce qui n'est pas vrai. Ce qui agace parmi ceux qui ne sont pas des grands fans de l'ADN. En fait, il y a un peu, pour identifier, il y a deux grandes façons, on va dire. Il y a l'ADN qui est la chose la plus moderne, entre guillemets, et puis il y a les empreintes digitales. En fait, ce n'est pas en concurrence, mais c'est que dans certaines affaires, on retrouve de l'ADN, et dans d'autres, on peut retrouver des empreintes digitales. Et c'est vrai que les deux sont quand même des méthodes extrêmement fiables, quoi. L'ADN, c'est d'ailleurs un peu la piste de demain. Enfin, c'est là-dessus qu'ils mettent des très gros moyens. Il y a eu des développements récents avec ce qu'on appelle, ce qui a fait encore parler cette année, c'est l'ADN en parentèle. Avant, quand on cherchait un suspect, on cherchait... alors, on récupère une trace d'ADN, on interroge le fichier des empreintes ADN. Alors, dans ce fichier, il y a tous les gens qui ont été dans une procédure judiciaire. C'est pas n'importe qui. Nous, normalement, on n'a pas nos empreintes là-dedans. Et ils comparent. Et alors, quand ils disent ça match, ça veut dire que la trace qu'ils ont trouvée sur une scène de crime correspond à ce qu'ils ont dans leur fichier. Dans leur fichier, il y a un nom et c'est assez... Enfin, ils peuvent remonter comme ça jusqu'à l'identité du criminel. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Maintenant, des fois, il se trouve qu'il peut s'avérer que la personne n'est pas dans le fichier. Et là, c'est la galère, parce qu'ils ont un morceau d'ADN, mais ils ne savent pas du tout à qui c'est, donc ils ne peuvent rien en faire, en fait. Et ils vont chercher, dans ce cas, sur la moitié de l'ADN seulement. Ils vont chercher, en gros, un père, une mère, ou des descendants. Et là, en élargissant la famille, enfin le cercle quoi, de ce qu'ils cherchent, ils peuvent trouver dans la famille des gens qui ont été impliqués dans des affaires, et là, ils peuvent remonter la piste ensuite. Voilà. C'était l'affaire Kulik. Et c'est un truc incroyable, cette affaire, parce que c'est une affaire qui se passe en 2002. Une fille qu'on retrouve violée, morte, tout ça. Et les indices qu'ils ont, en gros, c'est un mégot, un préservatif. Pendant 10 ans, ils cherchent. Mais alors, vraiment, ils trouvent rien, en fait. Enfin, ils n'y arrivent pas, ils sont bloqués. C'est en train de devenir un cold case. Et c'est un chercheur français s'inspirant de ce qui a été fait en Grande-Bretagne et aux États-Unis qui se dit « Ah ben moi, je vais tenter de rechercher que sur la moitié de l'ADN. Enfin, je ne vais pas faire genre, tant pis pour le 100%, je fais autrement. » Il fait autrement, donc 10 ans plus tard. Et là, en fait, de façon incroyable, il est tombé sur le père. Parce que le père, lui, avait commis des délits, il était fiché. Alors, il va voir le père, il l'interroge, etc. Et finalement, il finit par obtenir qu'on déterre le corps de son fils. Et c'était lui, l'assassin, qui effectivement matchait à 100%. Enfin, ça a été des tas de tribulations un peu compliquées. Les gens étaient très hostiles à ça au début. Vraiment, il s'est fait traiter de Frankenstein. Ça a été très compliqué. Alors que maintenant, c'est une méthode qui est complètement... banalisé en gros quoi. Et ça c'est un peu le Graal. Alors c'est tellement beaucoup de gens ont l'impression que c'est magique et du coup ils peuvent passer à côté d'autres techniques et les défenseurs des empreintes digitales sont assez furieux et militent à fond pour leur truc en disant que eux aussi c'est très fiable. Oui, alors les empreintes digitales ça date de 1902, c'est effectivement très très vieux. On sait relever les empreintes depuis très longtemps, on le fait beaucoup mieux maintenant.
Et puis surtout, tout ça s'est perfectionné. Les empreintes, c'est un truc incroyable parce qu'en fait, dès que le fœtus a 10 semaines, il commence à avoir au bout des doigts des débuts de son empreinte digitale. À 6 mois, c'est fixé et après, ça ne change plus jamais. Et c'est complètement unique. Même des jumeaux monozygotes n'ont pas les mêmes empreintes parce qu'ils n'ont pas été placés de la même façon dans le ventre, etc. Donc, ils n'ont pas les mêmes empreintes. L'empreinte est totalement unique. Et ça, c'est vraiment une façon d'identifier. Et ça a beaucoup progressé aussi parce que maintenant, alors, on peut par exemple passer des liquides fluorescents et faire apparaître des empreintes qu'on ne voit absolument pas au premier abord. Et puis, il y a quand même un truc où même si les criminels sont très malins, on peut retrouver des empreintes quand même dans du sang séché, dans des tas de trucs, quoi. Et on sait très bien les interpréter maintenant. Là, ça a progressé. En fait, c'est la technique d'interprétation et de relevé qui a progressé. Mais c'est une très vieille technique. La science du crime est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjours.fr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de toutes les rencontres à venir avec les journalistes des jours. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.